moi, je vous déconseille d'acheter un immeuble dans lequel il y a un seul compteur électrique avec des défalqueurs, si jamais c'est irréversible et que vous ne pouvez pas aller installer demain un compteur individuel pour chaque lot. Il y a quelque chose en immobilier qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'emplacement de là où vous achetez. Emplacement, on le dit tout le temps. Quand on a un local commercial en bas, il faut voir la demande locative qu'on va avoir déjà. Si on veut aller chercher de la rentabilité, aujourd'hui, il faut partir d'un principe, c'est que tout le monde a besoin de se loger, qu'on soit sur de la grande ville ou de la petite ville ou même à la campagne. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, bonjour à tous, je pense qu'on est en direct. Salut tout le monde, effectivement, ça y est, on est live. Je vais laisser Thibaut se présenter. Moi, je le ferai à mon tour derrière lui. Et puis après, on vous présentera rapidement Artae et évidemment le sommaire. Impeccable. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Thibaut pour ceux qui ne me connaissent pas, sachant qu'on a quand même une communauté qui est assez commune. 38 ans, marié, un enfant, famille recomposée. J'habite dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Toulouse, du côté de Montauban, même un petit village à côté. Voilà. Donc je viens pas à la base de l'investissement immobilier puisque j'étais sportif de haut niveau, mais l'immobilier est vite venu à moi puisque après ma carrière de sportif / salarié en banque, puisque j'ai travaillé pendant 13 ans au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, où j'ai été formateur de banquier sur la fin de ma carrière. L'immobilier est naturellement venu à moi en 2016 parce que j'avais des envies de liberté et surtout de complément de revenus et surtout de sortir mon épouse d'une situation qui ne lui convenait pas. Donc on a commencé à investir de manière sympathique depuis 2016. On investit toujours aujourd'hui, que ce soit dans des appartements en copropriété, mais aussi dans des immeubles de rapport, plusieurs. On a acheté 3 immeubles de rapport qui nous laissent une libre gestion de nos biens. On va en discuter pendant le webinaire. Et puis, j'ai rejoint l'équipe de Julien, du coup, l'équipe Artae Immobilier, il y a 2 ans maintenant, où je me régale dans l'accompagnement clé en main de mes clients, que ce soit sur de l'immeuble de rapport ou bien de l'appartement ou bien même d'autres choses, puisqu'on fait plein de choses chez Artae Immobilier. Voilà un petit peu pour ma présentation. Merci Thibaut. Pour moi, donc je suis le fondateur d'Artae Immobilier, une entreprise d'investissement clé en main qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a une quinzaine d'années maintenant, à mon retour du Canada, puisque j'ai vécu quelques années au Canada. Et quand je suis revenu en France, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. C'était en 2008, donc un peu plus de 15 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis aussi à contribution l'équipe et moi toute notre expertise glanée sur de longues années pour le bénéfice de nos clients. Alors, je vous présente rapidement Artae et après on rentre dans le vif du sujet et on parle d'immeubles de rapport aujourd'hui. Qui sommes-nous? Donc je disais plus de 15 ans d'expérience pour moi, mais aussi pour certains membres de l'équipe. 25 millions d'euros investis dans l'immobilier par nos clients ces dernières années. Ça ne fait que augmenter et ça, évidemment, on fait de plus en plus de projets puisque on est sur un rythme actuel d'une centaine de projets à l'année. Voilà. Donc dans plusieurs régions de France, je vous en parlerai tout à l'heure. 168 000 euros, c'est le budget moyen d'un projet chez nous. Donc en fait, ça reste hyper accessible puisque c'est un budget global, total projet, donc avec tous les frais de notaire, etc. à l'intérieur. Et puis surtout, ce qui compte pour nous, c'est un gros capital confiance de la part de nos clients, puisque sur plus de 200 projets aujourd'hui délivrés, on a vraiment des clients qui sont satisfaits, qui recommandent et aussi qui refont des projets avec nous. Et ça, c'est vraiment important. C'est un de nos gros moteurs au quotidien. Notre expertise, c'est quoi? Accompagner les gens sur l'acquisition, accompagner les investisseurs sur les travaux, sur l'agencement et la décoration et également sur la gestion locative. L'idée, c'est d'avoir toute une couche de services à disposition des investisseurs locatifs que chacun peut activer en fonction de son propre besoin. C'est-à-dire qu'on peut nous solliciter que pour les travaux, que pour la gestion, que pour l'acquisition, ou aussi pour tout, ou pour tout ou partie. On est spécialiste de la région toulousaine au départ. D'ailleurs, avant, on s'appelait Investir à Toulouse. Artae, ça fait 3 ans que ça existe, mais avant ça, ça s'appelait Investir à Toulouse.
On a créé Artae pour justement s'étendre un petit peu à d'autres villes. Et aujourd'hui, on est présent en Nouvelle-Aquitaine, en région Auvergne-Rhône-Alpes, également dans le Grand Est avec la région de Troyes, qui n'est pas annotée ici, et au Portugal, principalement l'agglomération de Porto et la région de l'Algarve, donc dans le sud, là où il fait toujours beau. De quoi on va parler aujourd'hui? Plusieurs sujets. On va aborder déjà la fiscalité rapidement, mais c'est juste pour faire un rappel. C'est pas vraiment le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment immeuble intéressant ou pas. Quels sont les avantages et les inconvénients? On va parler de gestion locative. Comment on peut gérer aussi un immeuble de rapport? Quels sont les avantages et les inconvénients d'un immeuble de rapport? Les points clés à inspecter avant d'acheter un immeuble en monopropriété. Comment optimiser sa rentabilité? On verra qu'il y a quelques solutions. Et puis, on va vous donner évidemment quelques exemples d'immeubles de rapport qu'on a pu faire avec Artae parce qu'il n'y a rien de plus que du concret et il n'y a rien de plus concret justement que des exemples qu'on a réalisés pour nos clients. Donc, on va faire un peu de théorie qui est quand même basée sur beaucoup de pratiques et beaucoup d'expérience et on va vous donner des exemples concrets. Ouais, puis ce qui est bien, c'est que les immeubles qu'on va vous montrer, c'est des immeubles qui sont récents, qu'on a effectués. Je pense que le plus vieux doit avoir 12 mois et les autres sont vraiment récents. Donc, ça va vous donner une vraie idée de ce qui se passe sur le marché dans lesquels on investit avec nos clients aussi. Donc, c'est important de vous donner une vraie idée de combien ça coûte, du rendement qu'on peut avoir et de savoir si c'est cool ou pas. Et on démarre par la fiscalité. Fiscalité, Ok. si tu veux prendre le relais, Thibaut. Ouais, alors on va, comme on disait, on va essayer de dégrossir cette chose-là. C'est important, la fiscalité, parce que on dit souvent que l'immobilier c'est un jeu et qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais en faisant des mauvais choix, notamment en amont d'un investissement, on peut aussi perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que avant d'acheter un immeuble de rapport, il faut se poser la question de savoir comment on va l'acquérir, sous quelle forme, en fonction de savoir si ça va être du meublé, du nu, etc. D'ailleurs, c'est très intéressant cette partie-là parce que tout va changer en fonction des régimes. Donc déjà, voilà, si on achète en nom propre, on va devoir déclarer en fait tous nos revenus locatifs à l'impôt sur le revenu. Donc le petit inconvénient, le petit écueil qu'il pourrait y avoir d'acheter un immeuble de rapport en nom propre, c'est que on a souvent des appartements quand on visite qui sont déjà loués. Et souvent, quand ils sont loués, ils sont sur une location qui s'appelle la location nue, certains doivent connaître, qui est peut-être le pire aujourd'hui régime locatif qu'on peut avoir. C'est quoi le régime sur de la location nue? C'est simplement l'État, en dégrossissant et en restant très large, qui va nous faire un cadeau de 30% d'abattement sur les loyers qu'on va avoir, mais on va devoir du coup déclarer 70% des revenus locatifs qu'on va avoir à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est déjà imposé fortement, il faudra faire très attention de ne pas sauter de tranches supplémentaires et du coup d'avoir une imposition qui vienne un peu squeezer la personne qui va emprunter par le patrimoine. Et du coup, il va falloir faire très attention à ça. Donc attention déjà, si on achète en nom propre, peut-être privilégier des immeubles qui sont vides avec de la rénovation derrière. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir optimiser son régime fiscal derrière, pouvoir meubler les appartements et du coup aller chercher un régime un peu plus adapté qui est aujourd'hui le loueur meublé non professionnel au régime réel, où on va pouvoir du coup amortir le bien et déduire toutes les charges de ce bien-là, notamment des charges de travaux, par exemple, si jamais il y a derrière. Deuxième solution, privilégier peut-être la société. Donc, quand on parle de société, ça peut être une société civile immobilière. On privilégie régulièrement l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir garder l'avantage de l'amortissement du bien et limiter son imposition. En gros, pour dégrossir encore une fois, le régime de la SCI à l'IS, c'est simple. On a des loyers qui rentrent tous les mois, ça c'est notre chiffre d'affaires. Du coup, derrière, on va pouvoir amortir le bien, ça veut dire passer ce bien du coup en amortissement et du coup gagner de l'argent là-dessus. Donc, on va déduire toutes les charges. À la fin, on va arriver du coup à un résultat puisque ces charges vont être déduites de notre chiffre d'affaires qui est le montant de nos loyers. Et du coup, imposition qui est relativement souple puisqu'on va payer d'abord l'impôt sur les sociétés qui est de l'ordre de 15%. Rappelle-moi le montant max, Julien, c'est 42 500. 42 500. 42 500 euros de chiffre d'affaires de résultat à pas dépasser. Si jamais c'est le cas, on paiera un peu plus cher. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est 15% d'IS jusqu'à 42 500. Et derrière, par contre, attention, les revenus qui sont générés par l'immeuble de rapport, si cash flow il y a, si on le sort et qu'on décide de partir en vacances avec ou de le sortir pour quelque raison que ce soit, on sera imposé à la flat tax, à savoir 30%.
de flat tax sur les revenus qu'on va avoir. Ouais, merci Thibaut. Du coup, ça fait écho à une question qu'il y avait, justement, la première question d'Azerty, je pense qu'on peut afficher. Ouais. La question, c'était: conseillez-vous le statut LMNP si non dépassement des revenus salariés, plutôt SCI à l'IS ou bien SRL de famille, et si SRL de famille, à l'IR ou à l'IS? Et enfin, est-ce que les amortissements sont possibles dans les deux cas de la SRL de famille? Alors, je vais répondre. C'est un peu technique et je pense que ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais peut-être que c'est des termes que tout le monde ne maîtrise pas, donc je réponds de manière assez succincte. Clairement, je t'invite à regarder une vidéo. On pourra peut-être partager le lien d'ailleurs. Laura, si tu veux bien partager le lien de la vidéo qu'on a faite sur YouTube et qui compare un investissement LMNP 2024, LMNP 2025 versus SCI à l'IS avec un arbitrage à 10 ans pour voir un peu quelles sont les conséquences fiscales là-dessus à la sortie, notamment avec la réintégration des amortissements. Mais ce qui est sûr, c'est que la SCI à l'IS, l'argent, comme vient de le dire Thibaut, il est à la société. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un frottement fiscal supplémentaire quand l'argent va être sorti en nom propre. Donc, en soi, la SCI à l'IS, c'est bien pour des stratégies long terme. C'est bien pour des stratégies de constitution de petites foncières ou plus ou moins grandes foncières d'ailleurs. Mais en soi, si on peut faire du LMNP, ça reste aujourd'hui quand même la niche fiscale la plus intéressante puisque l'argent nous appartient directement, puisque c'est du nom propre. La SARL de famille, par contre, c'est un bon sujet parce que ça permettrait effectivement, donc à l'IR pour le coup, de bénéficier du régime LMNP. Tout en étant en personne morale, avec des statuts, avec des règles un peu différentes, une optimisation de la transmission de main, avec du démembrement plus facile aussi, nue propriété, usufruit. Donc ça dépend des cas, il n'y a pas vraiment de réponse scientifique, mais en général, c'est privilégier le LMNP, que ce soit en nom propre directement ou que ce soit via une SRL de famille. La SRL de famille, ça implique aussi de s'associer avec des gens de sa famille en filiation directe, alors qu'une SCI, ça permet de s'associer avec des potes. Voilà, donc c'est un peu... Il y a plein de solutions différentes, mais c'est vraiment du cas par cas pour tous ces sujets-là. Amortissement possible en SARL de famille IR, oui, puisque adhésion au régime LMNP. Voilà. Donc, et encore une fois, nous, on répond sur notre culture personnelle basée sur des expériences concrètes, mais il vaut mieux pour ces sujets-là se faire accompagner d'un expert comptable, pas d'un fiscaliste, parce que franchement, honnêtement, c'est voilà, pour des sujets assez basiques comme ça, il n'y a pas vraiment vocation à avoir un fiscaliste. Par contre, un expert comptable qui connaît le sujet pourra répondre complètement à ces demandes-là. Voilà. Il y avait une autre question. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Ouais, le replay, effectivement, il y en aura un. Il sera envoyé automatiquement à tout le monde. Et oui, Gaëtan, la location nue, c'est l'inverse de la location meublée. C'est la même chose. C'est le même type de bien, on va dire, mais sauf que tu n'as pas de meubles. Donc, c'est un bail qui est plus engageant pour le propriétaire, parce que c'est un bail qui est plus long, c'est un bail avec plus de contraintes aussi, plus de contraintes à la revente si jamais il y a un locataire à l'intérieur, plus de contraintes à la revente d'un immeuble qui comprend plus de 5 lots loués aussi si jamais c'est des bonus. Donc voilà, il y a pas mal de petites subtilités que les gens ne maîtrisent pas forcément, et c'est pour ça qu'il est important aussi de faire accompagner soit par des professionnels comme nous, soit par, à minima, un notaire compétent sur le sujet. Nickel. Voilà pour la FISCA. Gestion locative. Deux solutions, deux options: faire tout soi-même ou déléguer à une agence comme Artae ou d'autres. Quels sont les avantages et les inconvénients, Thibaut? Alors, effectivement, c'est deux modes alors, quand on parle de gestion locative, c'est effectivement, quand on achète un immeuble de rapport, il faut, on achète, du coup, un ensemble, immobilier, mais on achète avec les grands avantages et les petits défauts qu'il peut y avoir ou les petits inconvénients. Et ces petits inconvénients, ça peut être la gestion locative parce que, on va être en face de l'humain, qui va nous dire: «J'ai un problème d'ampoule, j'ai un cumulus qui marche pas, j'ai une fuite sur un robinet», j'ai, voilà, tout un tas de contraintes qui peuvent apparaître, dans ce cas-là. Du coup, on a deux solutions. On peut tout faire soi-même, à condition peut-être d'habiter pas très loin de l'immeuble en question. Encore faut-il habiter à côté. Et du coup, se dire, moi, j'ai des artisans sur place et j'accepte la charge mentale que l'immeuble de rapport va m'apporter. Et il peut y en avoir, parce qu'à partir du moment où il y a de l'humain, plus on a d'appartements, plus on fait d'immobilier, plus on a de problèmes. Il faut être complètement OK avec ça. Moi, j'avais pas les mêmes problèmes quand j'avais un appartement qu'aujourd'hui. Donc, c'est parfaitement OK. Mais par contre, voilà, grosse charge mentale derrière, et du coup, tracas quotidien de la gestion de l'humain qu'il y a derrière. Ou alors,
on fait appel à une agence immobilière avec une partie gestion locative. Ça, c'est pour s'éviter justement cette partie charge mentale, notamment quand on habite loin du lieu d'investissement. Et c'est aussi un petit peu notre cœur de métier chez Artae, c'est-à-dire qu'on accompagne beaucoup de clients qui habitent loin, voire très loin, voire même à l'étranger, et qui investissent avec nous dans des apparts ou dans des immeubles de rapport. Du coup, on a une partie gestion locative qui est là, qui est très simple. On s'évite la charge mentale. En fait, le client qui nous fait confiance n'a plus contact avec les locataires. C'est l'agence gestionnaire qui va gérer cette partie-là. Et du coup, quand il y a du turnover parce qu'il y a un locataire qui s'en va, on va se débrouiller pour aller faire rentrer un locataire qui est correspondant aux besoins du client, de l'acheteur de l'immeuble. Du coup, on va gérer tous les tracas du quotidien, les travaux s'il y a par exemple une fuite d'eau ou que sais-je, et puis aussi les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, l'encaissement des loyers qu'on va redistribuer derrière. Donc voilà, c'est le fait de se dire je délègue cette partie-là, et nous chez Artae, on est capable de le faire de manière conforme pour nos clients, à condition que le bien soit dans la zone de chalandise dans laquelle on évolue, mais c'est souvent le cas. Et moi je vous invite vraiment, si vous achetez un immeuble de rapport, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, à déléguer cette partie-là, parce que voilà, l'immobilier, c'est bien. On peut faire du cash flow tous les mois, il n'y a pas de souci. C'est possible, on le verra tout à l'heure avec un immeuble de rapport, mais c'est encore mieux de vivre bien et de vivre sereinement et de pouvoir dormir sur ses deux oreilles en disant s'il y a des petits problèmes à gérer, c'est pas moi qui gère, je fais appel à des professionnels. C'est un peu comme la location courte durée, quand on dit soit je fais tout moi-même, soit je fais appel à une société de conciergerie. Là, c'est pareil, on fait appel à des professionnels, ils gèrent le bien pour nous, c'est entretenu, c'est géré, les locataires sont là, et ça nous évite de faire beaucoup d'erreurs en ce sens. Ouais, merci Thibaut. Je rajouterais que quand on gère un immeuble de rapport soi-même, ça veut dire qu'on est aussi l'interlocuteur privilégié de tous les locataires au même endroit. Donc ça veut dire que les locataires le savent, les locataires savent combien l'autre paye de loyer aussi. Donc déjà, attention à la cohérence des loyers dans un même immeuble. Et puis les locataires savent aussi que si le locataire d'en haut, le voisin d'en haut fait du bruit, c'est ce numéro qu'il faut appeler, en l'occurrence le vôtre, et celui qui va être incriminé a aussi un seul numéro à appeler, c'est le vôtre. Donc en fait, vous êtes un peu responsable de tout, et vous vous retrouvez en fait à gérer les points positifs comme les points négatifs. Donc attention aussi quand vous gérez en direct. Sachant que on parlait de fiscalité tout à l'heure, la partie gestion locative et les frais qui vont être inhérents à ça peuvent bien évidemment être passés en charge aussi. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est loin d'être déconnant de dire voilà, je délègue cette partie-là, et surtout j'achète ma tranquillité, je construis un patrimoine sur le long terme, et j'achète ma tranquillité en ce sens. Sachant qu'on n'est pas obligé non plus de déléguer toute la gestion locative d'un immeuble. Un exemple tout bête, vous avez un immeuble de 4 appartements, vous en avez un qui est exploité en location courte durée, vous pouvez très bien déléguer la gestion locative de 3 appartements sur les 4. Tout à fait. On va maintenant rentrer dans le sujet avantages et inconvénients de l'immeuble en monopropriété. Donc ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Ouais, parce que tous les gens ne voient que les avantages d'acheter en monopropriété, du coup, puisque quand on achète un immeuble de rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, on passe qu'une fois chez le notaire et on achète plusieurs biens d'un coup. Donc ça, c'est un des avantages principaux, puisqu'on va pouvoir accélérer en fait et faire grandir un patrimoine en passant du coup peu de fois chez le notaire et en achetant plusieurs lots à chaque fois. Donc ça, c'est un fort avantage. Par contre, il y a aussi pas mal d'inconvénients, on va y revenir, et moi c'est là-dessus que j'appuierai, parce qu'il faut avoir conscience qu'un immeuble de rapport c'est chouette. C'était même devenu, je ne sais pas si tu es d'accord Julien, un petit peu la mode il y a quelques années, et d'ailleurs c'est toujours d'actualité. Les gens disent ouais, moi j'ai un immeuble, moi j'en ai 2, moi j'en ai 3. Ok, c'était devenu un petit peu la mode dans l'investissement locatif, mais attention, moi je tiens aussi à poser les choses très clairement en toute transparence sur les écueils qu'il peut y avoir quand on achète un immeuble de rapport. Donc les avantages, on a dit, on achète plusieurs biens d'un coup, on passe qu'une fois chez le notaire, donc ça c'est cool pour pouvoir enchaîner et grandir, du coup, faire grandir son patrimoine immobilier. En général, on achète moins cher au prix au mètre carré, mais pas toujours. Ça dépend des villes dans lesquelles on investit, forcément. Quand on va être à la campagne, forcément, on va acheter des grandes surfaces. Donc, du coup, ça va diminuer le coût au mètre carré
forcément. Par contre, quand on est dans des villes qui sont patrimoniales ou semi-patrimoniales, je pense à Toulouse à côté de chez moi et là où tu es, Julien, en fait, on se rend compte que c'est pas parce qu'on achète 3 appartements qu'on va gagner énormément de prix au mètre carré, puisqu'on est dans des villes qui sont très patrimoniales avec un prix qui est en constante augmentation et qui est surtout pareil sur de l'immeuble de rapport ou sur de la petite surface. On a des frais de notaire unique, forcément, je viens de le dire, on passe une fois chez le notaire, on achète 3, 4, 5 appartements. La monopropriété, c'est un avantage parce qu'on gère nos biens comme on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de législation, alors hormis les mairies qui peuvent poser problème, mais par exemple, vous avez envie de faire de la location courte durée dans un immeuble de rapport, vous n'avez pas de règlement de copropriété qui va vous empêcher de faire ça. Par contre, bien entendu, il faudra se renseigner sur les réglementations de la mairie en question pour voir si on a le droit de le faire. Mais voilà, en tout cas, on a une gestion qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus libre de son investissement parce que le maître de la copropriété, il n'y a pas de copropriété, c'est nous. Beaucoup moins de concurrence à l'achat, ça c'est un fait. C'est quoi ce truc-là? C'est simplement le fait de se dire que quand on va acheter un immeuble de rapport, les vendeurs vont être, selon moi, selon mon expérience, beaucoup plus propices à une négociation un peu plus forte que sur un appartement en copropriété. Pourquoi ? Parce que quand vous allez avoir quelqu'un qui vend un immeuble de rapport, il sait qu'il va toucher quasiment que des investisseurs en face pour aller l'acheter. Contrairement à un appartement de T2 ou un appartement de T3, où en face de vous, quand vous allez acheter un appartement de type 2 ou de type 3, vous allez avoir aussi des gens qui vont vouloir en faire leur résidence principale et qui seront prêts à payer plus cher en termes de prix au mètre carré. Donc il y a moins de concurrence à l'achat quand on achète un immeuble et ça, pour moi, c'est un levier de négociation qui est important, c'est-à-dire que les plus grosses, les plus belles négociations qu'on fait en général, c'est sur des immeubles de rapport. Tu veux faire la suite, Julien ? Non, vas-y, je te laisse faire les avantages. Ok, très bien. Ouais. Dilution du risque, ça c'est très important et c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que quand vous achetez un immeuble de 4 appartements, je reprends le même exemple. Alors, je vais déjà détendre l'atmosphère parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on rencontre et beaucoup de gens qui débutent dans l'immobilier qui nous disent ouais, mais moi, mon père, il m'a dit que si j'avais un locataire qui ne paye pas, eh bien, ça craint. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a à peu près 2% des gens qui ne payent pas leur loyer en France. Donc, c'est très faible. À partir du moment où vous avez le profil de locataire qui vous correspond, que vous avez choisi ces personnes-là, alors je ne dis pas que c'est une science infuse et que vous n'allez pas avoir un impayé de loyer, mais il y a quand même peu de chances que ça arrive. La dilution du risque, c'est très simple. Vous achetez un appartement en copropriété de type 2 dans une ville moyenne. Si demain la personne décide de ne plus être honnête avec vous et de ne plus vous payer le loyer, eh ben vous avez un prêt à rembourser de 500, 600, 700 euros par mois et vous avez quelqu'un qui ne vous paye plus derrière. Donc, ça peut être très embêtant en ce sens. Vous achetez un immeuble de rapport, vous avez 4 appartements. Si quelqu'un de malhonnête décide de ne plus payer le loyer, eh ben vous allez avoir les 3 autres appartements qui vont finalement combler la partie crédit, en tout cas en tout ou partie, mais souvent c'est le cas. Et du coup, le risque sera vraiment plus faible puisque vous allez diluer le risque en ayant plusieurs locataires au même endroit. Donc, si vous avez un impayé par malchance, eh ben, vous aurez des autres locataires qui vont pallier à ce risque d'impayé. Et en général, les frais sont quand même payés quand on a plusieurs appartements dans le même immeuble. Diversification de revenus, très important aussi. Alors là, c'est pareil, il faudra faire attention au premier pavé dont on a parlé avec Julien tout à l'heure au niveau de la fiscalité, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut en fonction des différents choix que l'on a fait, mais on va pouvoir, dans un immeuble de rapport, diversifier également ses revenus en faisant, par exemple, j'en sais rien, s'il y a un appartement T4, peut-être une colocation à l'étage, et s'il y en a 2 T2 au rez-de-chaussée ou au premier étage, eh bien, on va pouvoir diluer ça en faisant peut-être une location courte durée sur un et une location meublée à l'année sur l'autre en allant chercher un étudiant ou un jeune actif par exemple. En tout cas, c'est vrai que c'est un mode de gestion qui va pouvoir aussi diversifier les sources de revenus et ça c'est très important. On dit toujours qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est très très important. Attention juste notamment sur la SCI à l'IS, sur la SCI à l'IR où on n'a pas le droit d'aller faire de la location meublée dedans. Donc privilégier, si on fait une SCI, la SCI à l'IS où on va pouvoir vraiment avoir ce libre mode de diversification de revenus. Si on a envie de faire de la location nue, on peut. Si on a envie de faire de la coloc, on peut. De la LCD, on peut. Chose qui ne sera pas possible en SCI à l'IR notamment. SARL de famille, pareil, location nue, impossible.
Facilité d'être à l'équilibre sur le rendement. Alors, ça dépend où, encore une fois. Il faut bien splitter en deux l'investissement patrimonial et l'investissement dit un peu plus rentable, où on va s'en aller des grandes villes, partir sur des petites villes, voire à la campagne, où là, ça sera effectivement facile, voire très facile d'être à l'équilibre sur le rendement. Tout dépend en fonction de la zone dans laquelle on va acheter ce bien. En tout cas, voilà, il faut en être conscient. Oui, c'est possible d'aller faire du cash flow. Oui, c'est possible d'avoir un rendement intéressant, voire très intéressant sur de l'investissement éloigné des grandes villes, voire à la campagne. J'en suis la preuve puisque j'ai acheté des immeubles de rapport à la campagne. Donc, c'est facile en ce sens. Par contre, plus on va se rapprocher de l'investissement patrimonial, ce n'est pas le sujet du webinaire aujourd'hui, plus il sera difficile, sans mettre d'apport ou peu d'apport, d'être à l'équilibre, même sur un immeuble de rapport. Ouais, merci Thibaut pour tous ces avantages. On va répondre aux questions qui arrivent là au fur et à mesure à la fin du slide. Je vais enchaîner sur les inconvénients. Si tu as besoin d'aide pour qu'on vide le lave-vaisselle chez toi, tu nous le dis aussi. On entend vraiment la vaisselle derrière. C'est vrai? Beaucoup. Ah ouais, vachement. Pardon. Donc, non, mais pas de souci. C'est le problématique des AirPods, c'est que c'est hyper confortable pour celui qui les a, mais un peu moins pour celui qui est de l'autre côté. Ok, ça marche. Et Apple a pas trouvé de solution. Non, mais du coup, si tu peux couper, voilà. Les inconvénients, en fait, ça va souvent, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est un peu relatif aux avantages aussi. Finalement, être en monopropriété, c'est un avantage et un inconvénient parce que les avantages de la monopropriété, Thibaut les a cités, mais la monopropriété, ça peut être aussi une problématique, comme je le disais, et évidemment de devenir un inconvénient parce que déjà, on va assurer 100% et assumer 100% des dépenses, alors qu'en copropriété, on peut être décideur en copropriété. D'ailleurs, si on est majoritaire en copropriété, on peut décider et ne pas payer 100% des choses. Alors qu'en monopropriété, chaque euro qui doit être dépensé, c'est 100% pour votre poche. Et du coup, le travers de ça, c'est quoi? C'est que les gens investissent très peu dans l'entretien de leurs immeubles de rapport parce qu'ils ne veulent pas dégrader leur rendement. Mais j'en parlerai après parce que c'est une partie de la réponse à une des questions qui est venue dans le chat. Ensuite, l'autre inconvénient, évidemment, c'est que c'est un monde plus propice aux erreurs parce que il faut soit être très à l'aise avec le sujet et bien connaître déjà le monde du bâtiment, de la rénovation, de l'immobilier de manière générale, ou bien se faire accompagner parce que il y a des notions quand même hyper importantes qu'il faut maîtriser, notamment des notions d'état de partie commune, d'état de bâti, d'état de grosses œuvres et aussi de division. Parce que vous pouvez acheter un immeuble qui est très bien divisé au niveau ergonomique, mais aussi au niveau juridique et pratique. Et vous pouvez acheter un immeuble qui n'est pas du tout bien divisé. Certes, vous avez 5 appartements à l'intérieur peut-être, mais la division a été faite de sorte à ce qu'elle n'est pas vraiment autorisée par l'urbanisme, deux, peut-être pas idéal en matière de consommation d'élec, d'eau, etc. Et donc, vous allez vous arracher les cheveux. Vous allez peut-être accepter cet état-là quand vous allez l'acheter, parce qu'en fait, rien n'interdit d'acheter un immeuble qui est mal divisé, sauf que le notaire va quand même, a priori, normalement, devrait vous avertir sur le sujet, mais vous pouvez l'acheter en connaissance de cause. Hein. Moi, ça m'arrivait d'acheter des trucs pourris que personne ne voulait acheter parce que je savais ce que j'allais en faire derrière. Par contre, vous, si vous allez le revendre, vous allez vous confronter souvent à des acquéreurs qui vont pas peut-être être aussi ouverts que vous à l'achat derrière si vous n'avez pas réglé tous ces problèmes-là. Et si vous réglez des problèmes, ça a forcément un coût, donc ces coûts, il faut les intégrer. Ensuite, forte charge mentale, parce que effectivement, comme je disais tout à l'heure, la gestion locative, si elle n'est pas déléguée, c'est vous qui la prenez plein fer et vous la prenez pour tout le monde. Les gens contents comme les gens pas contents. En général, c'est que pour les gens pas contents d'ailleurs. Les gens qui sont contents, on les entend pas. Et la problématique, c'est que vous êtes responsable de tout. Et ça peut vous amener à des situations qui sont assez complexes dans les faits, parce que, comme je disais, si vous avez 4 loyers différents pour 4 appartements identiques dans un même immeuble, ça peut se retourner contre vous. Notamment 3 personnes peuvent se retourner assez contre vous, ceux qui payent le plus cher. Et après, plus de temps nécessaire pour trouver le projet, bah oui, parce que forcément, il y a moins de concurrence à l'achat, mais il y a aussi moins de biens qu'en copropriété sur le marché. Donc, ça peut prendre du temps. Ça prend plus de temps à analyser aussi qu'un simple appartement. Donc voilà, il n'y a pas que des avantages, il y aurait d'autres petits inconvénients comme ça, mais il y en a quand même pas mal aussi. Donc en fait, c'est un jeu d'équilibre et ça doit vraiment correspondre à une stratégie et répondre à cette stratégie à ce moment-là, à un moment donné. On va afficher peut-être la première question, qui était une question de Loïc. Est-ce que la liquidité est un problème versus un appart ou maison en cas de volonté de revente rapide? Alors,
Tu la prends, Julien? Vas-y. Vas-y. Alors, la liquidité est un problème versus un appart ou une maison en cas de volonté de revente rapide. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire quand on achète un immeuble. Si on achète un immeuble et qu'on veut revendre rapidement, peut-être que ce sera une opération de marchand, du coup, où on va faire de la division et de la revente à la découpe en créant une copropriété. Ça, c'est complètement possible. Et du coup, si c'est le cas, on va revendre des appartements un à un à la découpe pour gagner un petit peu d'argent et ça sera du marchand de biens. Après, l'intérêt d'aller acheter un immeuble, le rénover complètement et le revendre, encore une fois, ça rejoint un petit peu la concurrence à l'achat, c'est-à-dire que on va toucher que des investisseurs. Donc même si l'immeuble est joliment rénové, etc., on va avoir de l'investisseur qui va être en face. Moi, j'ai revendu des immeubles que j'avais achetés, notamment le tout premier, relativement rapidement, au bout d'un an et demi, avec une offre au prix, avec une belle plus-value. Donc non, en fait, il y a toujours des investisseurs qui sont intéressés pour acheter de l'immeuble de rapport, ça c'est sûr. Donc par contre, on ne va pas toucher la même typologie d'acquéreur qu'un appartement T2 dans une copropriété avec une piscine. Ça sera différent. Mais néanmoins, la liquidité, si l'immeuble a des attraits, notamment d'emplacement, qu'on est dans une ville qui bouge, que l'immeuble a été joliment rénové, etc., non, il n'y a pas de perte de liquidité parce que c'est un immeuble de rapport. Il peut y avoir effectivement deux types de réponses, je pense, à cette question-là, selon si effectivement c'est en cas de volonté, comme tu l'as écrit, Loïc, de revente rapide, ou en cas de besoin de revente rapide. Et c'est quand même deux choses différentes. Comme le dit Thibaut, si c'est volonté, ça veut dire que d'entrée, il y avait une intention de revente. Donc là, pour le coup, il faut que tout soit backé en amont pour être sûr que tu justement t'achètes dans un marché liquide, que si tu divises et que tu revends à la découpe, il y a une vraie appétence aussi pour de la petite surface dans une ville petite, par exemple, c'est pas forcément le cas. Donc en fait, voilà, il faut le préparer s'il y a une volonté de revente rapide. Maintenant, si c'est en cas de besoin, il y a plein de solutions pour revendre un immeuble. Tu peux le revendre à découpe, tu peux le revendre en bloc. Ce qui est sûr, c'est que si tu veux le revendre vite, que ce soit un immeuble ou un bien en copropriété, en général, il faut être prêt à ne pas gagner d'argent ou en perdre. Voilà, c'est toujours une question d'urgence et on va dire d'environnement et de contexte. Il y a une question d'Azarty qui est comment comparer une rentabilité d'un immeuble versus un appartement. Calculer la rentabilité brute d'un appartement, rentabilité brute ou nette, c'est simple. Mais comment faire pour un immeuble avec énormément de surface achetée qui ne peut pas se louer? Alors, je vais reprendre la question. Je vais prendre la question parce que, en fait, la notion de partie commune, elle est importante justement sur des projets d'achat-revente. Parce qu'effectivement, ce sont des surfaces que tu ne peux pas revendre et que tu payes et que tu dois rénover. Sauf que dans un projet d'immeuble de rapport dont on parle aujourd'hui, qui est pour du locatif, de toute façon, toi, dans ton budget prévisionnel, tu as prévu de rénover ou non ces parties communes, mais en tout cas, on va considérer que oui. Et donc, tu as prévu qu'elles ne seraient pas louées aussi, parce qu'en face, tu as un pack de loyer et un pack de charges relatives aussi à l'entretien des parties communes. D'ailleurs, des charges d'exploitation, par exemple le ménage, etc., l'électricité des parties communes et autres. Donc, en fait, toi, la considération, finalement, c'est la même dans un appartement. Tu as un groupe de charges et un groupe de loyer. C'est exactement la même chose. Donc, d'un côté, tu as des revenus, d'un côté, tu as des charges. Que ce soit un appartement ou un immeuble, pour moi, je vois aucune différence. La différence, elle est effectivement si tu achètes des mètres carrés et que tu revends des mètres carrés. Et comme en marchand de biens, effectivement, tu ne revends pas les parties communes, puisqu'en fait, tu les lègues finalement au syndicat des copropriétaires. Donc, on va dire la cohorte de copropriétaires. Du coup, forcément, celle-là, tu ne les valorises pas. Donc là, par contre, dans ton budget prévisionnel, ça va te faire des charges assez impactantes s'il y a beaucoup de parties communes à refaire, notamment, y compris une toiture sur un projet de marchand de biens. Voilà. Autre question de la même personne. La grille d'analyse est différente. Et donc, ah non, mais pardon, c'était effectivement c'était un complément de la question. Tu viens d'y répondre. Ouais. On a une question de Quentin qui dit quid des SCPI diversifiés vis-à-vis d'un immeuble de rapport. Alors, on est sur deux choses qui sont complètement différentes. Les SCPI, c'est plutôt de la pierre papier, donc on est propriétaire d'un immeuble de rapport, mais pas directement alors ça dépend en fait de la SCPI. C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend de la SCPI qu'on va avoir, mais en tout cas, c'est de la pierre papier, donc on est propriétaire d'une partie d'un immeuble de rapport et on n'a pas les inconvénients de la gestion de l'humain qui est derrière. Par contre, effectivement, deux choses. Nous, avec Julien, avec Artae, avec les gens qui travaillent avec nous et les clients qu'on accompagne, on est quand même partisan de l'achat de pierre, de quelque chose de tangible. Et quand on va acheter un immeuble, on sait où il est, on sait qui c'est qu'il y a dedans, on sait ce qu'il nous rapporte. Et puis aussi, il y a aussi le côté derrière de l'effet de levier qui est possible en SCPI, mais quand même
pas tout à fait de la même manière. L'effet de levier, c'est quoi? C'est je vais à la banque, j'achète un immeuble de rapport pour 200 000 euros, je vais lever peut-être 170 000, je vais mettre 30 000 euros d'apport. Et finalement, ce crédit-là, c'est mes loyers, mes locataires qui vont payer ce crédit sur plusieurs années. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, pour la gestion de l'humain, si c'est ce que tu voulais dire, parce qu'on avait parlé avant de gestion locative, etc., tu n'as pas l'humain à gérer sur une SCPI et tu prends tes loyers avec la fiscalité qui va avec. Nous, on est partisans effectivement d'acheter de la pierre. Alors, tu peux diversifier et acheter des SCPI aussi à côté, mais encore une fois, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Créer un effet de levier, c'est bien pour aller lever un immeuble. Et puis surtout, on a quelque chose de tangible à transmettre peut-être à des enfants, préparer une retraite derrière et avoir des vrais loyers sur des endroits qu'on maîtrise. Et pour compléter, Quentin, je dirais que déjà la fiscalité est différente aussi. La SCPI, on n'est pas sur de l'immobilier pur. Moi, je considère pas effectivement la SCPI comme de l'immobilier. Je pense que si tu as une appétence à l'immobilier, il faut pas faire de la SCPI. Si tu as une appétence aux produits boursiers, il faut faire de la SCPI. Donc en fait, c'est vraiment deux choses différentes. C'est comme si, en fait, si tu remplaces SCPI diversifié dans ta question par marché financier, actions, obligations, bah, je te dirais ça, voilà, pas vraiment de comparaison possible en fait. Voilà. Nous, on est forcément 100% investi dans de l'immobilier, du dur, etc. Et de l'immobilier dans lequel tu vas prendre tes propres décisions. Et c'est toi en fait qui feras des erreurs ou c'est toi qui aura tes réussites, mais tu vas pas subir les décisions d'un gestionnaire de SCPI, d'un fonds qui gérerait un parc immobilier que tu ne maîtrises absolument pas. Voilà, donc c'est une approche totalement différente. Il y a Azerty qui pose une question intéressante qui est: la SRL de famille peut-elle permettre d'investir en locatif et de faire du marchand de biens, MDB? Non. Non, clairement pas. C'est pas du tout fait pour ça. Si tu veux faire des activités de marchand de biens, il faut créer une société. Une SAS, non? Ouais, souvent. Ouais, une SAS ou une SRL ou peu importe, mais qui, en tout cas, a un objet social qui est le marchand de biens. Là, donc, en l'occurrence, l'achat est l'achat dans un but de revente propre. Donc, en fait, il ne faut pas tout mélanger. Tu peux revendre un bien dans les 5 ans sur. Moi, ça m'est arrivé sur de la SCI à l'IS, par exemple, de le faire, évidemment, mais il faut que ce soit anecdotique. Et en tout cas, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un peu. Enfin, j'ai pas de comparaison qui me vient, mais en fait, c'est un vrai métier et tu peux pas comparer de la détention sur du long terme avec de l'achat-revente. Loïc disait oui, c'était plutôt besoin que volonté. Donc effectivement, tu avais raison, Julien. Voilà, si tu as besoin, c'est effectivement un peu différent. Voilà, donc là, on n'est pas sur du marchand pour le coup, Loïc, pour la question d'avant. Okay. On avance du coup peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, on avance parce que après, on peut pas répondre à toutes les questions vraiment en détail. On les gardera pour la fin si jamais on a un peu de temps encore. Il nous reste 20 minutes. Point clé à inspecter avant d'acheter. Ça, c'est une partie qui est très intéressante et je pense qu'on va pouvoir aussi partager notre point de vue sur la petite partie chasse qui nous anime tous les jours quand on va chercher des biens pour nos clients en ce sens, parce qu'un immeuble de rapport n'a forcément rien à voir avec un appartement qui est en copropriété. Alors, je ne dis pas qu'un appartement en copropriété, on ne check rien. Bien sûr qu'on regarde l'état de la copropriété, les PV d'AG, voir s'il y a des travaux, etc. Mais là, sur un immeuble de rapport, vu que justement, il n'y a pas de copropriété et que notre client ou nous-mêmes, si c'est nous qui allons investir dans l'immeuble, on va être en monopropriété, on aura toute décision, mais on aura aussi toutes les petites embrouilles qui vont avec. Il est important de regarder chacune de ces caractéristiques pour être sûr de se positionner, et ça se passe en amont, du coup, lors des premières visites, par exemple. Moi, je sais que les appartements, quand je vais visiter un immeuble de rapport, je les visite en dernier, en fait. Je commence par plein de choses qui sont importantes. La façade et son état, regardez s'il n'y a pas de fissures au niveau des linteaux des fenêtres, et surtout, si jamais il y a, quelles sont la taille des fissures, est-ce qu'il peut y avoir une incidence sur la structure du bâtiment? Si nous, on a des doutes, on fait passer quelqu'un derrière. Ça m'est déjà arrivé, même pour des clients hors taille, d'avoir des doutes en ce sens et de dire, hop, là, il y a un problème parce que les agents IMO, eux, veulent vendre, mais ce qui est tout à fait à leur honneur. Mais nous, derrière, voilà, il faut qu'on regarde que toutes ces choses-là soient vraiment impeccables et surtout qu'il n'y ait pas de danger derrière de mettre un client dessus ou même nous d'aller investir sur un immeuble de rapport en ce sens. Donc, regardez bien la façade, l'état de la façade. S'il y a des fissures, vous allez vite voir de toute façon, si vous passez la main dans la fissure, ça sent vraiment pas bon. Si c'est juste des petites lézardes qui s'arrêtent très légèrement, en général, c'est pas un problème de structure, mais si vous avez le moindre doute, faites-vous accompagner par un artisan là-dedans.
s'il y a une cave dans l'immeuble de rapport que vous allez visiter, bien évidemment, descendez, même si c'est pas très agréable et que ça peut être un peu crade avec des toiles d'araignée partout. Moi, c'est la première chose que je vais visiter. Pourquoi ? Parce que dans les caves disent beaucoup sur l'état de santé d'un immeuble. On parle d'humidité, on parle d'insectes xylophages, ça peut être la termite par exemple. On regarde les poutres, prenez une clé de voiture, un tournevis, regardez l'état des poutres si jamais vous avez un tournevis qui rentre dedans. Ça sent pas bon. On peut regarder aussi au niveau de l'humidité, regarder s'il n'y a pas des champignons. On est dans une région où la mérule est présente, donc faut regarder ces choses-là aussi. Et pareil, si vous avez le moindre doute, alors il y a des diagnostics qui sont faits et qui sont obligatoires pour la vente d'un immeuble, mais déjà, ça va vous donner une idée de savoir comment est la structure de l'immeuble. Sans parler d'humidité avec 20 cm d'eau dans la cave, sentez aussi les odeurs d'humidité qui peuvent être présentes en ce sens. Regardez les conduites d'eau, s'il n'y a pas de fuite, comment c'est fait. Enfin, il faut regarder ces choses-là parce que, et on n'est pas rentré dans les appartements, on parle juste de cave et de façade pour l'instant. Donc très important en ce sens. Vas-y, Ouais, j'aimerais donner un exemple là-dessus qui m'est arrivé sur ces derniers mois. Un des derniers immeubles que j'ai acheté, je l'ai visité et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une cave. Puis en fait, en vrai, je suis très peu regardant quand c'est pour moi, parce que bon voilà, je visite assez vite, etc. Donc voilà, les conseils qu'on vous donne, en vrai, moi, je les applique pas vraiment dans tout le temps. C'est comme ça. Pour nos clients, on les applique vraiment à fond, mais pour nous, on est toujours un peu plus laxiste. Donc je regarde, j'ai pas fait gaffe, il y avait une cave, c'était une toute petite trappe qui était bien fondue dans le couloir et tout ça. Mais je m'en rends compte à la contre-visite avant de signer. Et donc du coup, j'ouvre la trappe et là, il y a de l'eau jusqu'au ras de la trappe et donc la cave faisait plus de 3 mètres de profondeur. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 3 mètres d'eau qui était là depuis sûrement 20 ans. Quoi. C'était une succession, l'immeuble. Voilà. Donc pas trop d'entretien dans l'immeuble. Et donc là, je me rends compte qu'il y a de l'eau. Donc évidemment, je stoppe toute signature et autres. Et pour vous la faire courte, on a fait tout vider, tout nettoyer, etc. Et pour moi, c'était... en fait, il se trouve qu'au final, c'était pas une cave, c'était une cuve. Donc c'était une cuve qui était faite pour justement stocker du liquide. Donc c'est pour ça que ça pouvait pas de toute façon s'évacuer. Mais historiquement, j'ai pas l'historique, donc je sais pas pourquoi elle était là. Mais en tout cas, je pense qu'à l'époque, c'était pour stocker de l'eau, j'imagine. Et en fait, je me dis, tiens, il n'y a pas de mérule chez nous, il commence à en avoir, comme disait Thibaut, mais c'est pas obligatoire le diagnostic mérule. Et je me dis, je sais pas pourquoi c'est un contexte favorable à la mérule, alors que j'avais rien vu. Je fais venir un diagnostiqueur mérule. Le diagnostiqueur voit rien du tout. Il fait un prélèvement sur un petit morceau d'escalier qui restait, qui avait été démonté avec le temps par l'eau et qui flottait un petit peu dans le lac, dans les temps. Il fait un prélèvement par acquis de conscience et effectivement, il se trouve qu'il y a de la mérule. Voilà, donc là, évidemment, étape d'après, on traite la mérule, etc., on récure tout et autres. Donc ça ne m'a pas empêché d'acheter l'immeuble. Ça m'aurait peut-être empêché d'acheter l'immeuble si c'était mon premier bien. Mais bon, là, pour le coup, avec la bouteille que j'avais, voilà, j'ai pas eu de problème à l'acheter. Par contre, j'ai signé quasiment un an après l'acte. Un an après avoir signé le compromis, j'ai signé l'acte, quoi. Donc alors que j'aurais dû le signer 2-3 mois après. Donc finalement, ça a traîné. J'ai fait régler tous les problèmes et j'ai acheté une fois que j'avais fait régler les problèmes. Mais c'est sûr que si j'avais pas ouvert cette trappe, si j'avais pas vu cette cave, j'aurais pu passer à côté de ça et mon immeuble aurait pu être sur 3 mètres d'eau. Voilà, et puis la mérule aurait pu continuer à se propager. Alors certes, il n'y en avait pas beaucoup, on n'est pas en Bretagne, mais voilà, c'est quand même emmerdant. Voilà. Donc j'ai traité le sujet, etc. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera plus compliqué pour revendre parce qu'il y a eu de la mérule et que ça va faire peur des acquéreurs, mais en tout cas, nous on a fait le job pour que tout soit propre. Voilà, donc c'était juste pour rebondir sur ce que disait Thibaut. S'il y a des caves, il faut les visiter, il faut les inspecter. Si vous avez un doute, faites faire des diagnostics. C'est pas grave si vous investissez 200 ou 300 euros dans un diag. Vous êtes en train d'acheter un immeuble à plusieurs centaines de milliers d'euros, même si ça vous coûte. Je vous prends l'exemple, un promoteur, dans son budget, il a frais d'architecte à la casse. Parce qu'en fait, il fait tout le temps travailler des architectes ou des gens sur des études de projet, sur des projets qu'il ne fera jamais. Tout ça, en fait, vous, en tant que professionnel, un peu en tout cas en agissant en tant que professionnel, vous devez aussi avoir un petit budget pour des frais qui peut-être ne vous serviront à rien, mais qui vous permettra juste, finalement, pas à rien, mais en tout cas, on va dire d'éviter les erreurs, quoi. Voilà. Je te laisse reprendre sur les compteurs d'eau.
Ouais, les compteurs d'eau, donc merci pour ce partage d'expérience, Julien. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un partage d'expérience perso, du coup, pour du vécu. Donc voilà, vraiment bien se baquer en ce sens et regarder que tout soit OK là-dessus. Les caves, c'est très, très important. Les compteurs d'eau, souvent d'ailleurs, ils sont dans les caves. Regardez qu'il y en ait bien un par appartement. Vous avez 4 apparts, regardez bien qu'il y ait 4 compteurs d'eau. Il peut arriver qu'il y ait un seul compteur avec des répartiteurs sur les appartements. Moi, je suis partisan quand même de chercher des immeubles qui sont bien divisés, bien faits, avec un compteur d'eau par appartement, surtout si c'est un premier immeuble. Voilà. Ça évitera des frais qu'on ne maîtrise pas derrière. Les parties communes, pareil, regardez l'état. Alors, on ne parle pas forcément de peinture, mais bien, oui, vous pouvez regarder ça. C'est pas très grave s'il y a de la peinture à refaire, vous êtes capable de le faire ou de faire passer quelqu'un pour le faire, mais regardez les choses qui ont un coût qui est très important. Je pense notamment aux escaliers. C'est pas rare aujourd'hui de visiter des appartements, des immeubles, avec 2-3 étages, un escalier qui paraît sain, mais finalement il y a du lino dessus, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous. Donc là, moi, ce que je fais à chaque fois, je demande si c'est possible, mais j'aime bien voir ce qui se passe dessous en fait. Et la structure d'un escalier, c'est un poste de travaux qui coûte très très cher. On l'a fait, alors moi pour un de mes immeubles de rapport, j'avais eu des devis à plus de 25 000 euros sur un joli escalier en bois d'un immeuble de 3-4 appartements, je ne me rappelle plus, 4 appartements dans le Tarn, 25 000 euros de devis pour refaire l'intégralité de l'escalier. Donc c'est des postes qui coûtent très très cher. Donc regardez bien l'état général, notamment des parties communes et des escaliers. Les compteurs électriques, pareil. Regardez bien qu'il y ait un compteur électrique par appartement. Un pour les parties communes aussi, c'est important pour avoir une division qui est bien faite et de ne pas acheter un immeuble de rapport avec un seul compteur électrique. Pareil, par exemple, ça m'est déjà arrivé de visiter des immeubles comme ça. Un compteur électrique pour tout l'immeuble. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas le droit de refacturer l'électricité à des locataires. C'est interdit. Donc regardez bien qu'il y ait des compteurs électriques par appartement et un pour les parties communes. De mémoire, j'avais fait, c'est pareil, des devis. Toi, tu dois connaître aussi, Julien, parfaitement avec les opérations que tu fais. Mais un compteur Enedis, ça vaut un peu plus de 1500 balles par compteur de mémoire. Ouais, ça dépend en fait. Sur des gros immeubles, quand tu les fais déplacer pour plusieurs trucs, voilà, nous on C'est tape moins plutôt cher. Ok. sur 1000 euros par compteur entre la main-d'œuvre et tout ça. Et puis après la préparation des choses aussi que toi tu as à faire. Ouais, puis c'est long. Ouais. C'est long. Il y a les démarches administratives. Enedis, voilà, c'est toujours compliqué. C'est des mois et des mois de galère pour pouvoir installer ça. Alors, si l'immeuble est en travaux, ça pose pas vraiment de problème. Par contre, si on achète un immeuble qui est à rafraîchir avec des locataires déjà en place, etc., ça peut vraiment être pénible. Donc, prévoyez bien ce genre de choses. Toiture, charpente, ça aussi, c'est des gros budgets, des gros postes de travaux à bien checker. Si vous avez la possibilité pendant vos visites, alors peut-être pas de monter sur le toit parce que c'est dangereux, vaut mieux se faire accompagner en ce sens, mais souvent, moi je demande à chaque fois quand est-ce qu'a été remaniée la toiture, s'il y a des factures, si peut-être qu'on a des photos qui sont disponibles. Des fois, il y a des appartements qui sont sous les combles avec des Velux, donc il y a moyen de, voilà, avec un escabeau, de monter, regarder comment ça se passe, visiter les combles, regarder les états des charpentes si vous pouvez aussi. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, faites-vous accompagner pendant vos visites d'artisans qui sont compétents, qui sont qualifiés dans leurs travaux, parce que ça peut coûter très cher. Et une toiture aujourd'hui, si vous avez que la toiture, à la rigueur, c'est des coûts qui sont peut-être absorbables, mais si vous avez la charpente à refaire aussi, il vaut mieux tout regarder. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi-même, je ne maîtrise pas tout en immeuble de rapport, et j'avais fait passer un couvreur pour un de nos clients sur un immeuble où j'avais des doutes, non pas sur la toiture, mais sur la charpente, parce que j'avais une toiture qui était un peu gondolée. Et en fait, quand il est passé et qu'on a été sous la charpente, moi, je me forme aussi aux côtés des artisans tous les jours. Et en fait, il s'avère que les linteaux, les poutres entre les chevrons entre la toiture étaient beaucoup trop écartés. Donc, ils supportaient un poids qui était beaucoup trop important par rapport à la norme actuelle. Donc, il y avait toute cette partie-là à reprendre, et il y en avait pour plus de 30 000 euros. Donc, du coup, c'était un grand nom, quoi. Et c'est des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, hormis cette petite ondulation qu'il y avait sur la toiture. Et tu ne peux pas te permettre de mettre un client là-dessus. Et c'est pareil, moi, je n'aurais pas acheté à ce titre parce que ça plombe l'intégralité de la rentabilité de l'immeuble derrière. Donc, faites bien gaffe aussi sur la toiture. Menuiserie, ça c'est simple, on rentre dans les apparts, du coup on a fini de regarder les postes en dehors des appartements. Menuiserie, regardez si c'est du simple vitrage, du double vitrage, classique ou sur mesure, c'est pareil, des fois on visite des biens qui sont très anciens avec des arches, etc., avec des petites menuiseries. On a souvent
on pense mathématiques en disant les petites menuiseries coûtent pas cher. En fait, quand c'est que du sur-mesure, ça peut coûter très très cher pour le coup. Donc voilà, faut faire vraiment attention à ce genre de choses. Les traces d'humidité sur les Velux, la porte de l'immeuble aussi parle beaucoup. Quand vous voyez une porte d'immeuble qui est complètement délabrée, etc., ça a un coût qui est très important. Alors, on peut les rénover sans les changer, mais c'est des coûts qui sont importants aussi. Regardez bien les diagnostics. Moi, je privilégie toujours, quand je vais visiter un immeuble, des diagnostics individuels plutôt qu'un diagnostic collectif, parce que ça va parler de chaque appartement en détail. Donc, c'est très important. Et dernier petit tips, regardez aussi les boîtes à lettres, l'état des boîtes à lettres. Ça peut, moi, c'est quelque chose que je regarde à chaque fois, parce que quand on rentre dans un immeuble, c'est la première chose qu'on voit. Et quand tout est cassé, tout est délabré, etc., ça donne aussi un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans l'immeuble, le type de locataire qu'on peut avoir, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, l'état des boîtes à lettres, moi, je le regarde à chaque fois. C'est tout bête, mais quand c'est bien entretenu, que c'est propre, qu'il y a les noms sur les boîtes à lettres, machin, déjà, c'est signe d'entretien des gens qui sont là. Ouais, c'est juste ça. Ouais, ça donne un bon indicateur. Il y avait une question de Tom sur laquelle je vais répondre, qui est: pour vous, c'est donc un point bloquant s'il n'y a qu'un seul compteur, ou est-ce que ce sera juste un problème de plus à régler? En fait, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est pas un problème. Enfin, c'est un problème en soi s'il n'y a aucune solution pour le régler. Moi, je vous déconseille d'acheter un immeuble dans lequel il y a un seul compteur électrique avec des défalqueurs, si jamais c'est irréversible et que vous ne pouvez pas aller installer demain un compteur individuel pour chaque lot. Voilà. Si c'est possible, il faut juste le prévoir. Donc ne vous dites pas oui, c'est bon, c'est fait comme ça et ça tourne depuis 10 ans. Ça, c'est un peu comme le mec qui met du PVC parce que le voisin l'a fait alors qu'il faut obligatoirement mettre du bois. Bon, c'est pas parce que c'était comme ça qu'il faut continuer et c'est pas parce que le voisin l'a fait qu'il faut faire pareil. Donc en soi, moi je vous déconseille de le faire si, encore une fois, il n'y a pas de solution possible pour retourner la situation et donc faire un truc beaucoup plus correct dans le temps. Et il y a une autre question qui est: privilégiez-vous un immeuble de rapport de 4 appartements sur 3 étages ou de 4 appartements avec un étage? Là, je dirais, c'est de la question. Je dirais, on s'en fout en fait. On s'en fout. Je suis désolé, mais on s'en fout. C'est pas très grave. Et pourquoi pas 3 appartements sur 2 étages? C'est pas, peu importe. Franchement, honnêtement, là, c'est pas grave. Voilà, on a une question d'Anaïs aussi qui nous pose une question qui est très intéressante pour le coup, qui nous dit: il y a souvent des commerces, des restos, des choses comme ça en rez-de-chaussée. Est-ce que c'est plus compliqué à gérer ce type de location ou pas? Alors, ça aussi, c'est très subjectif comme avis dans la mesure où c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de l'immobilier résidentiel, on est sur de l'immobilier commercial. Encore une fois, il y a quelque chose en immobilier qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'emplacement de là où vous achetez. Emplacement, on le dit tout le temps. Quand on a un local commercial en bas, il faut voir la demande locative qu'on va avoir déjà. Moi, je suis assez contre le fait d'acheter un appartement avec un local commercial en bas qui pourrait être de la restauration rapide, par exemple du kebab ou ces choses-là, parce qu'il peut y avoir des odeurs de la restauration rapide qui remontent, etc. Ça peut gêner aussi les gens qui habitent dans l'immeuble, donc ça peut poser souci en ce sens. Mais après, un local commercial, pourquoi pas? Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Au niveau de la gestion, c'est même peut-être plus facile qu'un appartement parce qu'on a des baux de location qui sont plus longs. On peut répercuter aussi une partie de la taxe foncière sur l'immobilier commercial. Donc, il y a plein d'avantages à avoir des locaux commerciaux dans des immeubles de rapport. D'ailleurs, je crois, Julien, qu'à la fin, on va présenter des immeubles de rapport qu'on a fait avec nos clients. Et de mémoire, il y a un opticien dans un des derniers immeubles qu'on a fait. Et ça se passe très bien. Donc, l'emplacement, est-ce que je vais pouvoir louer facilement ce local commercial? 2, quel est le type d'activité qu'il y a dedans si jamais c'est déjà actuel? Faites attention à la restauration, qu'elle soit rapide ou pas, mais en tout cas, voilà, des extracteurs de fumée, tout ça, ça peut poser des dégâts. Et puis voilà, après, le mode de location, c'est un autre métier, mais qui peut être très sympa. Moi, je connais des gens qui ne font que de l'immobilier commercial et ça peut être très cool parce que les baux de location sont souvent plus longs. Encore une fois, les impayés, il y en a très peu et on peut répercuter aussi une partie de la taxe foncière sur ces gens-là. Donc, ça peut être il faut aussi adapter la fiscalité, évidemment, en fonction. Exactement. C'est pour ça que la structure d'achat va être importante en fonction de savoir s'il y a un local commercial ou non dans l'immeuble. On va accélérer, il nous reste 5 minutes, donc on va vraiment... accélérer. Comment optimiser la rentabilité? Allez, rapido Thibaut, on y va parce qu'il y a beaucoup de slides.
Alors la rentabilité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous restez dans le centre-ville de Toulouse ou de Bordeaux, clairement, vous en aurez pas. Même si vous faites de l'optimisation avec de la location courte durée en changeant de moyens de location, de type d'exploitation. Si on veut aller chercher de la rentabilité, aujourd'hui, il faut partir d'un principe, c'est que tout le monde a besoin de se loger, qu'on soit sur de la grande ville ou de la petite ville ou même à la campagne. J'ai aujourd'hui un immeuble à la campagne dans une ville où il y a 3500 habitants et ça se passe très bien. J'ai pas de turnover, j'ai des loyers qui sont payés rubis sur l'ongle. Et forcément, quand j'ai acheté très peu cher en termes de prix au mètre carré et ça roule. La tension locative, effectivement, n'a rien à voir avec une grande ville. J'ai pas 40 personnes qui m'appellent quand j'ai un turnover. J'ai peut-être 10 personnes qui m'appellent. Il y en a 5 qui correspondent pas du tout à mes besoins. Il y en a 5 qui sont bien et il y en a un qui passe à chaque fois et ça se passe très bien. Donc, privilégier peut-être des grandes surfaces quand on est à la campagne. Voilà, il y a toujours des gens qui doivent se loger, c'est ce que je viens de vous dire. Et on achète du coup plus bas, donc on a des rendements qui sont OK. Et si vous faites des appartements qui sont en adéquation avec les besoins du marché, à savoir vous n'êtes pas un marchand de sommeil, vous faites du propre, vous faites du joli, vous aurez toujours des locataires qui seront là et qui vont payer leur loyer. Donc moi je dis, si vous voulez de la rentabilité, être à l'équilibre sur votre projet, voire aller chercher du cash flow positif, il faut s'éloigner des grandes villes, privilégier des villes moyennes ou petites. Les grandes villes, c'est aussi un investissement patrimonial est complètement possible en ce sens. Le prix au mètre carré, il sera proche de celui d'un bien plus petit. Tu me contrediras pas, je pense, Julien, en ce sens. Et il y aura aussi beaucoup plus de concurrence parce que on a des profils qui sont solides, des gens qui maîtrisent leur marché, des gros investisseurs qui sont en face de nous. Donc voilà, plus compliqué, mais jouable aussi. Mais c'est des budgets qui n'ont rien à voir. Totalement. Diversifier les exploitations, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, location courte durée, location longue durée, colocation. Vous pouvez très bien mixer tout ça et donc ça dilue votre risque dans un seul et même investissement finalement. Vous minimisez aussi votre charge mentale si vous avez qu'une seule LCD par exemple à l'intérieur, parce que voilà, ça peut être un booster de rendement, on va dire, mais du coup, ça peut aussi accélérer la charge mentale si vous avez que de la LCD. Donc, c'est bien de faire un petit mix comme ça. Et puis, vous n'avez pas les problématiques de copropriété. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, à condition de respecter les règles, par contre, de la ville, de la mairie, évidemment. Voilà, vous pouvez faire un grand appart en colocation, vous pouvez faire de la longue durée classique, vous pouvez faire de la courte durée, vous pouvez avoir un local commercial en bas, on l'a vu. Il y a plein de solutions possibles. Vous êtes chez vous, vous faites quasiment ce que vous voulez. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais avec quelques règles quand même qui s'imposent, évidemment. Il y a une question de Patrice que je viens de voir à l'écran, je ne sais pas comment on fait pour l'afficher, qui nous dit quel est le budget minimum à prévoir, y compris apport, si on veut partir sur un projet immeuble de rapport chez Artaï. Alors ça dépend de la région dans laquelle on va investir. Moi, les immeubles que j'ai accompagnés cette année, j'en ai fait plusieurs à 1h30 autour de Toulouse. On est sur des budgets, il faut compter entre 250 et 300 000 euros pour avoir un immeuble de 4 appartements à peu près. Et en général, les clients mettent 30 à 35 000 euros d'apport sur le projet pour avoir des rendements sympas entre 8,5 et 9,5 brut. Et pouvoir modifier le mode d'exploitation, c'est important aussi Très important. pour vous adapter à des changements les réglementations éventuelles, à votre volonté d'arrêter la LCD parce que c'est trop chronophage, vous avez testé la colocation mais ça marche pas, donc vous allez relouer un T4, vous allez relouer un T4 en location classique. Donc il faut aussi que les chiffres passent à ça. En fait, il faut que on va dire que les exploitations un petit peu, je dis pas exotique, mais marginal, type location courte durée, colocation, etc., ce qui n'est pas du tout le cœur du marché locatif en France, en général, sur la masse. Il faut que ça soit juste du booster, mais il ne faut pas que ce soit le cœur de votre stratégie. Je suis complètement d'accord et je vais même rajouter, moi je travaille comme ça sur mes appartements qui sont exploités en location courte durée. Je suis contre les logements atypiques avec des décos Harry Potter ou que sais-je, ou des love rooms, etc. Pourquoi ? Parce que je me dis que demain, si j'en ai marre de la location courte durée, je claque des doigts, je fais un bail meublé à l'année et j'ai un appart qui est magnifique, mais néanmoins qui est très facile en mode changement d'exploitation du jour au lendemain. Et ça, c'est très très important. Tout à fait. Il y a une question qu'on n'est pas obligé d'afficher, mais j'y réponds, c'est avez-vous des projets dans la région de Perpignan ? Non, on n'en a pas. On n'est pas du tout actif sur des régions, sur cette région-là, ni même sur Béziers, etc. Ça va souvent de pair, ce genre de ville. Mais voilà, on n'est pas là-dessus parce qu'on ne connaît pas le marché et parce que voilà, on préfère se concentrer là où on maîtrise à 100% notre marché. Et après, on peut optimiser à la revente, évidemment. Donc, la plus-value latente, elle se fait à l'achat, on le dit souvent. Je suis pas toujours d'accord avec ça, parce qu'on peut acheter un bien au prix du marché et le revendre quand même 10 ans après de manière importante avec une belle plus-value. Ça dépend aussi des dynamiques des villes.
Aujourd'hui, par exemple, une ville comme Toulouse, acheter en dessous du marché, c'est quasiment impossible. Il y a un vrai marché, il y a une demande, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, en général, on achète juste au prix du marché. Et sinon, on n'achète pas tout court parce qu'il y en a d'autres qui achètent à notre place. Donc, en fait, voilà, malgré tout, mais c'est une ville qui va se développer économiquement parlant. Donc, c'est une ville où forcément, il y a des plus-values latentes importantes à venir. Maintenant, il y a des villes où même si vous achetez en dessous du marché, vous vendrez quand même en dessous du marché dans 10 ans aussi, parce que un investisseur qui va vouloir acheter votre bien, il va vouloir le même rendement que vous avez eu au départ. Sinon, il n'achètera pas. Donc, en fait, c'est vraiment, encore une fois, une histoire de contexte, de timing, etc. Donc, faire une plus-value à l'achat, oui, mais ça dépend, j'ai envie de dire, des endroits. Il y a juste un truc, ça c'est très important pour ceux qui nous accompagnent, qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, et surtout quand on s'éloigne de ces grandes villes, et tu fais bien de parler de ça. Ça va prendre 30 secondes, mais c'est très important d'en parler. Souvent, on a je prends un exemple, ça va être le mieux. Je visite un immeuble il y a 4-5 mois pour des clients dans une région du Tarn qui est avec un prix au mètre carré qui est inférieur à 1 000 euros. Inférieur à 1 000 euros du mètre carré. L'immeuble était très propre, donc il n'y avait quasiment pas de travaux à faire. Il y avait 3 appartements. Par contre, dessous, il y avait une exploitation qui était complètement possible puisqu'on avait, on avait possibilité de transformer un plateau en 2 appartements supplémentaires. Donc mon client me dit, let's go, on y va, on va le faire et tout. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous partez de plateau et que vous construisez du coup des appartements, vous avez un prix au mètre carré de travaux qui est supérieur à 1 000 euros. Donc du coup, il faut faire très attention à ça quand vous allez sur des biens qui sont un petit peu à la campagne avec des prix au mètre carré qui sont faibles et en dessous de 1 500 euros du mètre, à ce que le coût des travaux pour aller créer de la surface et du logement ne dépasse pas le prix à la revente derrière, sinon vous plombez votre rendement. Donc ça, c'est très important aussi de le maîtriser et de le savoir. Donc du coup, faites bien chiffrer avec vos artisans quand vous avez des travaux à faire. On ne s'est pas positionné sur ce bien, on aurait pu le faire parce qu'il était déjà rentable comme ça avec 3 appartements, mais en tout cas, il ne fallait pas en créer 2 de plus parce que ça aurait plombé la rentabilité du bien. Ouais, c'est très juste, Thibaut, et ça, c'est valable sur un immeuble comme sur un appartement. Et c'est toute la différence entre ce que j'essaie d'expliquer depuis des années aux gens, c'est la différence entre le rendement, qui est une vision très court-termiste, et la rentabilité, qui ne peut s'apprécier qu'à la sortie et à l'arbitrage d'un investissement. Donc, effectivement, si vous avez 15% de rendement instantané, mais qu'à la fin, vous vendez 40% moins cher que ce que vous avez acheté parce que vous avez fait trop de travaux et que vous pouviez vous le permettre parce que le rendement était quand même bon malgré ces travaux, si à la sortie vous perdez 40% du prix d'achat, recalculez votre rendement moyen sur la durée des tensions, ce qui s'appelle une rentabilité d'un investissement pour le coup, et là vous verrez que franchement c'était absolument pas une bonne opération malgré vos 15% qui vous ont fait acheter. Ensuite, exemple concret d'immeuble. On va vous le faire rapidement. Vous aurez aussi la presse en replay si jamais on est déjà en retard. Et j'aime pas trop quand on dépasse vis-à-vis de vos agendas et des nôtres. Cas concret. Cas concret, 4 immeubles de rapport qui ont été réalisés par Artae. Un qui est en cours, le tout premier, c'est un projet qui est en cours. Le compromis de vente se signe d'ailleurs cette semaine. Donc, c'est des typologies de biens différentes. Je ne sais plus qui c'est qui nous posait la question des locaux commerciaux derrière, mais le troisième qu'on voit avec les arches qui sont très jolies, il y a un opticien qui est en bas avec le beau drapeau Artae qu'on voit. Donc, c'est typiquement la typologie de projet qu'on est capable de faire. Le dernier, c'est un plus gros projet, donc avec un budget forcément plus important, mais pour répondre à la personne qu'on a dit tout à l'heure, j'étais pile poil dedans parce que j'ai dit entre 250 et 300 000, c'est exactement ça, honoraires inclus, avec des rendements qui sont sympas. Les 3 premiers, je les connais bien, notamment les 2 premiers puisque c'est moi qui ai accompagné les clients en ce sens. Il y a du cash flow positif sur les 2, sans inclure de location courte durée, donc on est sur de la location à l'année, longue durée. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles de faire et on accompagne nos clients en ce sens, mais c'est typiquement le genre de biens qui sont sympas à faire et qu'on peut réaliser à vos côtés si vous nous faites confiance pour partager une expérience comme ça, parce que un projet d'accompagnement sur un immeuble de rapport, c'est plus qu'un accompagnement, c'est une vraie expérience de vie, parce que ça prend du temps à trouver, parce qu'il y a plein de choses à voir et souvent les clients sont hyper reconnaissants derrière et nous rappellent derrière pour d'autres projets, donc c'est vraiment cool. Ouais, et il y a une question une question d'Azerty qu'on peut afficher. Organisez-vous des événements physiques prochainement, formation pour investisseurs ou apéro business, et qui nous remercie pour le moment de partage. Avec plaisir déjà, ça nous fait toujours plaisir de partager un petit peu notre quotidien et ce qu'on fait tous les jours pour nos clients. Notre priorité, c'est d'accompagner les clients. On a fait beaucoup d'événements, on a beaucoup donné de notre temps sur des apéros, des séminaires, etc. On a arrêté, pour tout vous dire, parce que on s'y retrouvait
tout simplement pas, hein, commercialement parlant. On est aussi une entreprise. Donc, on donnait beaucoup et on préfère maintenant donner encore plus à nos clients et dédier ce temps qu'on passait à donner à des gens qui devenaient jamais clients, à des gens qui nous faisaient confiance pour qu'on les accompagne au quotidien. C'est aussi pour ça qu'on a une belle satisfaction client parce que voilà, on redoute pas d'efforts hein, pour ceux qui nous font confiance. Même si on envisage certainement à la fin de l'année peut-être d'organiser un séminaire sur Toulouse. Voilà, je suis en train de réfléchir au format, mais ça pourrait s'envisager parce que c'est la 3e personne qui me pose la question cette semaine. Donc voilà, j'y réfléchis assez fortement. Et en plus, on adore ça. C'est juste que commercialement, on préfère mettre notre énergie ailleurs. Oui, on délivre beaucoup de valeur à titre gratuit du coup, et effectivement, Ouais. il faut aussi savoir se rémunérer parce que c'est beaucoup de travail. Tout à fait. Puis on a un podcast aussi. On a un podcast, une chaîne YouTube. C'est 1 à 2 épisodes par semaine. Voilà, des vidéos terrain aussi. Donc inscrivez-vous d'ailleurs à notre chaîne YouTube hein, qui s'appelle Money Tree par Artae. Et voilà, vous aurez aussi beaucoup de contenu. Il y a d'autres questions? Je reviens juste sur la question d'Anaïs. Est-ce que vous avez des outils, des logiciels, des apps que vous pouvez recommander, etc. Alors forcément, nous, on a les nôtres. On a nos outils qu'on utilise au quotidien pour aller chasser un fichier que Julien avait créé qui est extraordinaire, franchement, sur la partie optimisation de rendement, puisqu'on a tous les chiffres qui sont rentrés sur un immeuble de rapport ou un appartement. Et on va même plus loin que les trucs classiques, puisqu'on va aller chercher l'enrichissement latent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans derrière. Donc ça, c'est dédié à Artae Immobilier. Je fais juste un rappel, parce qu'on nous demandait aussi si on avait des formations. On a créé avec Julien en association l'Académie Artae, qui est une formation qui est 100% dédiée à l'investissement immobilier locatif, plus la partie financement bancaire aussi, avec mes 13 ans d'expérience banque à côté. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des vendeurs de formation, on est des hommes de terrain, que ce soit Julien, que ce soit moi, que ce soit toutes les personnes qui travaillent chez Artae. Donc nous, on partage notre vision à l'intérieur sur 16 modules de mémoire de formation à l'intérieur. Et d'ailleurs, il va y avoir un challenge qui va arriver très bientôt par rapport à ça. Mais si vous voulez investir sereinement, ça peut être aussi un moyen de se former en bénéficiant de nos outils, de ces tableaux d'optimisation, des business plans de banque, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez. Et Anaïs posait aussi la question de rechercher un IDR, c'est long. Vous avez une moyenne pour se rendre compte? C'est compliqué de savoir ça. Moi, en général, sur un immeuble de rapport, je mets entre 2 et 5 mois pour trouver, entre 2 et 6 mois, mais il y a aussi le réseau qui est là. Donc, moi, je dis, c'est pas moi qui vais au marché, c'est le marché qui vient à moi. On utilise beaucoup la prospection au réseau, forcément, avec les connaissances qu'on a ici de notre marché. Donc, voilà, quand on débute, ça peut être très long parce qu'on veut la perfection alors qu'elle n'existe pas. Quand on a l'habitude, voilà, entre 2 et 6 mois, je dirais, pour trouver. Corentin demande s'il est possible de prendre un rendez-vous avec nous pour échanger sur un projet. Oui, bien sûr. Il te suffit d'aller sur le site Artae, ici, que tu as ici, artae.imo, et tu as un gros bouton, en haut du site à droite, prendre rendez-vous, et il y a un agenda. Tu peux directement prendre le créneau qui t'arrange, donc avec plaisir. Et ce sera soit Thibaut, soit Arthur, soit moi qui fera le rendez-vous avec toi pour découvrir un petit peu ton projet. Dernière question, je pense que celle-là, elle est primordiale aussi, et merci de l'avoir posée, Tom. Est-ce que pour vous, il faut avoir acquis des appartements avant d'acheter un immeuble de rapport pour prendre de l'expérience, même si on est accompagné? Alors, si on est accompagné, ça change. On peut partir sur un immeuble de rapport, puisque par exemple, si tu fais confiance à Artae, nous, le but, c'est que le client, il dorme sur ses 2 oreilles, et c'est complètement possible de commencer par un immeuble de rapport. Je vois dans les immeubles qu'on a présentés, le deuxième, celui de Priscilla et Caroline, qui sont 2 sœurs, elles ont commencé par ça, c'est très bien passé parce qu'on est là derrière pour les accompagner et monter en compétence sur tout le processus. Si c'est quelque chose qu'on fait tout seul, moi je suis partisan de dire qu'il vaut mieux commencer petit, se faire les dents sur des petits projets, prendre du plaisir aussi à recevoir des loyers et de la diversification de revenus avant de passer sur un truc plus gros et d'aller chercher un immeuble de rapport qui est plus compliqué. C'est mon avis. Ouais, je le partage également. Est-ce qu'on peut prendre encore 2-3 questions? On va faire un peu de rab. On peut prendre encore 2-3 questions si vous en avez. Sinon, on va vous libérer, et nous aussi. Avec plaisir, Gaëtan. Et merci à vous pour tous vos retours, ça fait plaisir. Ouais, ça bouge. Et rendez-vous en tout cas tous les 15 jours pour un webinaire. Alors là, bon, entre tous les ponts du mois de mai, etc., c'est un peu complexe. On n'a pas fait beaucoup dernièrement et prochainement. Mais tous les 15 jours, donc restez bien abonnés aussi, ou abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas,
à notre mailing list, à notre newsletter, parce que c'est que comme ça que vous pourrez être vraiment informé des événements. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux aussi, mais on ne partage pas toujours des événements aussi, on oublie des fois. Non, pas des événements, mais par contre, on partage beaucoup. Voilà. Moi, je sais que de mon côté, je fais beaucoup de stories, je suis tout le temps sur le terrain et tout. Toi aussi, c'est pareil, Julien, donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait, quoi. Voilà, vous nous trouverez avec nos noms et nos prénoms sans aucun problème, Thibaut Aimé et Julien Calamotte. Et merci encore à vous d'être fidèles à la communauté Artae et voilà, partagez autour de vous tout le contenu qu'on peut vous délivrer gratuitement et en plus avec passion. C'est vraiment important pour nous. Et je vous dis à très vite et merci Thibaut d'avoir animé ce webinaire avec moi et à très vite pour un prochain. Salut à tous et merci à toi, Julien, pour l'invitation. C'était toujours un plaisir d'échanger avec toi et avec les gens de la commune. Yes, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.